Donc là, on a De Freitas pour Eloquentia et puis Laurence de Villers sur le numérique. Le souci, c'est que sur apprendre, elle n'a rien à dire. C'est pas Elle grave. est mise là. D'accord. Comment vous voulez procéder? Alors, nous allons commencer cette heure qui est intitulée pour l'instant Apprendre. On changera peut-être l'intitulé d'ailleurs sur le réseau. Et puisque Laurence de Villers, vous êtes déjà là, je vous propose que nous commencions le dialogue ensemble. Vous êtes professeur au LISN 2, éthique de l'intelligence artificielle. Et je crois que nous avons beaucoup à échanger sur ces dimensions-là, sur les interactions homme-machine, sur euh, cette introduction de la question des robots dans la linguistique et dans les questions de traduction, dans les questions voilà, mais plus largement peut-être d'interaction entre l'homme et la machine, suite à ce que nous avons discuté tout à l'heure sur l'illettrisme, sur d'autres formes de difficultés d'usage de ces objets digitaux aussi. Je vous passe la parole. Votre micro est coupé pour l'instant. Rudy, je pense que non, la personne dont tu parles, Laurence Desvillers, elle n'est pas encore connectée. Et en ce moment, on a justement la première intervenante du segment, et Madame Pradey Duval. C'est elle qui est connectée. Bonjour, bonjour Madame. Bonjour à tous. Bonjour. Alors, on a un peu de... C'est la 11e heure, on a un peu de problème dans nos... Vous représentez la DGESCO, c'est ça? Oui, c'est ça. Je représente Édouard Geffrey qui est directeur général de l'enseignement scolaire et je suis chef du service de l'instruction publique et de l'action pédagogique à la DGESCO. Très bien, enchantée. Alors, très heureux d'avoir un représentant du ministère de l'Éducation nationale, la Direction générale de l'enseignement scolaire. Et votre présence est tout à fait bienvenue sur cette thématique que nous allons maintenant traiter pendant 1 heure, cette thématique consacrée à apprendre. Donc, apprendre, bien sûr, la langue française, apprendre la langue. Et la langue, c'est aussi, en plus de la langue française, les autres langues. Alors, les autres langues, je vous laisse comprendre ce que c'est. Est-ce que, pour commencer cet échange, madame, vous pourriez nous présenter la façon dont l'éducation nationale conçoit l'apprentissage de la langue? On entre directement dans ce grand sujet. Alors, d'abord, je suis ravie d'intervenir sur ce sujet-là parce que finalement, y compris les derniers événements douloureux que l'on vient de vivre, montrent que maîtriser la langue et accompagner nos élèves à maîtriser la langue, c'est leur permettre de s'épanouir, de s'exprimer, et c'est quand même une modalité qui est une modalité républicaine que de savoir s'exprimer à l'écrit et à l'oral, et je reviendrai sur l'oral, et notamment parce que avec le projet Eloquentia, c'est difficile de ne pas parler d'oral, surtout en présence de Stéphane de Freitas. Et c'est aussi une façon de se dire que ça se construit petit à petit. C'est aussi une façon d'être citoyen que de maîtriser la langue. Alors, je vais revenir quand même sur cette question d'épanouissement et de maîtrise de la langue. D'abord parce que ça se débute tôt et ça débute à la maternelle. On dit souvent dans mes équipes et puis avec les professeurs que l'on rencontre que la maternelle, c'est l'école de la langue et c'est l'école des langues aussi. Et ça permet notamment pour maîtriser la langue, d'abord de s'exprimer à l'oral, d'inscrire cet oral dans un apprentissage de la langue, à la fois, et on le sait bien, parce qu'on joue avec les mots,
On joue avec les sons, mais on joue avec les mots. On se les approprie. Parfois, on s'en délecte. C'est le plaisir d'avoir des mots compliqués dans une bouche d'enfant et de parfois avoir des mots qu'on ne comprend pas avant de les comprendre mais parce que le son est une vraie richesse. Et puis, bien sûr, d'avoir la précision du mot, la précision de l'articulation du mot. Et on voit que ça va se poursuivre dans l'élémentaire avec cette idée de préciser le sens, préciser les sens d'un même mot selon le contexte et selon l'interlocuteur, les interpréter, on les lit à haute voix, on les récite. C'est aussi l'articulation entre l'écrit et l'oral. C'est comment est-ce que je lis ce que j'ai écrit, comment j'écris ce que j'ai entendu ou ce que j'ai dit, et cette maîtrise de la langue et qu'on entraîne sur le français, mais qui est valable pour toutes les langues, c'est vraiment cette idée que, au-delà du savoir lire à haute voix dont on parle beaucoup depuis quelques années avec l'importance du décodage que l'on a dans la lecture, c'est finalement la maîtrise de cette capacité à échanger avec d'autres, avec soi-même, parce que quand on écrit ou quand on lit, c'est d'abord avec soi, mais c'est aussi avec les autres dans l'interaction qu'on peut avoir. Et donc, c'est vraiment très important. Et tout le travail qui a été capitalisé sur le premier degré en maternelle ou en élémentaire, l'objectif, qui est parfois plus compliqué, c'est de le stabiliser, de le densifier au collège, à une période qui n'est pas la plus simple pour nos jeunes, hein, il faut être très très clair, et de le poursuivre pour ceux qui pourront développer ces compétences-là plus largement, parce que ce sont aussi des compétences vitales pour l'insertion dans la société, pour l'insertion professionnelle de tous les jeunes, quel que soit leur parcours au-delà du collège. Donc, voilà, ça fait partie des éléments qui sont importants dans l'apprentissage de la langue et des langues. Et l'oral, en particulier depuis quelques années, prend une place particulière. Et je pourrais revenir sur l'expérimentation éloquence au collège, qui est une clé sur laquelle on voit bien que professeurs comme élèves et plus largement l'ensemble des personnels accrochent bien et y voient énormément d'avantages au-delà du strict savoir disciplinaire qui pourrait y être attaché. Je m'excuse, on va faire un petit aparté parce que Monsieur François Descoster est en ligne à présent. On a eu Bonjour. avoir le lien avant, dans la séquence d'avant. Je vous prie d'accepter ce petit interstice. Bonjour, Monsieur Descoster. Vous êtes, Bonjour. Vous êtes à Chypre, je crois. Voilà, on ne peut rien vous cacher. Voilà, donc les connexions étaient peut-être pas si simples que ça, mais je pense que c'est vraiment important que vous nous exposiez. Donc, vous êtes vice-président chargé de la culture, du patrimoine, des langues régionales et des relations internationales de la région Hauts-de-France. Vous êtes dans notre sujet, bien entendu, d'autant plus que ce château de Villers-Cotterêts qui va être consacré à la langue se trouve dans la région Hauts-de-France et que je crois vous êtes un des acteurs qui a favorisé ce projet. Je vous laisse la parole. Écoutez, merci beaucoup de m'accueillir depuis Chypre, effectivement, où je me suis rendu dans mes responsabilités au Comité européen des régions. Nous avons une réunion qui rassemble notamment les organisations qui travaillent sur les sujets de coopération transfrontalière. Et finalement, c'est aussi un peu le sujet de la Cité internationale de la langue française. C'est de se dire que eh bien, la langue française, elle nous rassemble par-delà les frontières, qu'au contraire, elle a été vécue comme une langue ouverte et qui est une langue qui s'est enrichie d'une longue histoire, de multiples géographies. Et c'est tout ce qui va être présenté d'abord par le parcours permanent qui a été pensé justement pour inscrire cette dimension d'ouverture de la langue française. Et nous sommes évidemment très heureux
que cette Cité internationale de la langue française soit développée à partir de cette intuition et de cette volonté du président de la République dans la région Hauts-de-France, dans un lieu qui est un lieu de patrimoine, qui est un lieu de l'histoire de France et de l'histoire de la langue française, un lieu de patrimoine qui s'inscrit aussi dans une série des châteaux de Valois, qui sont le sud de la région de France, et une région qui est naturellement également ouverte sur ses voisins, sur les horizons internationaux, et des horizons internationaux qui ont fait aussi que nous avons des langues régionales. Et ces deux langues régionales, le flamand occidental, le picard, c'est aussi une vraie fierté pour les habitants de la région Hauts-de-France, et c'est une partie intégrante à la fois de la politique culturelle de la région Hauts-de-France. Nous travaillons avec les animateurs, avec les agences, nous les structurons, nous les accompagnons dans leurs missions, qui sont à la fois des missions de connaissance, d'apprentissage, de rayonnement culturel, de travail scientifique. Et nous sommes heureux finalement que la délégation générale de la langue française et des langues de France a toujours considéré que notre patrimoine linguistique, il était naturellement pluriel. Une grande date pour nous, c'est évidemment l'ouverture de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts dans la région de France, mais pour les langues régionales, une autre grande date, c'est l'inscription de nos deux langues régionales il y a quelques mois dans la circulaire du ministère de l'Éducation nationale qui rappelle la liste des langues régionales qui ont toute leur place dans l'enseignement qui est dispensé par nos écoles. Et le fait que désormais le flamand occidental et le picard puissent être aussi enseignés, c'est aussi une belle fierté pour nous. Nous avons en quelques mois ainsi 500 élèves qui apprennent le flamand occidental. C'est une belle réussite, un bel investissement sur nos langues régionales. Tout à fait. Et bonjour, Monsieur de Coster. Et Bonjour. les langues régionales dans les Hauts-de-France, c'est aussi une des priorités du pacte linguistique État, collectivité territoriale, signé notamment par la région Hauts-de-France. À côté des langues régionales, il y a aussi la promotion de la francophonie. Alors, justement, en tant que vice-président chargé des relations internationales, quelle est la place de la francophonie dans la région des Hauts-de-France? Alors, autant la Cité internationale de la langue française, elle a ses racines dans la région de France avec l'histoire de Villers-Cotterêts, autant elle est aussi ouverte sur les horizons. C'est la même chose pour la région, avec une volonté d'avoir une politique culturelle qui permette justement à la fois l'accueil d'acteurs culturels qui viennent dans notre région, qui viennent créer dans notre région. Nous avons une convention de partenariat avec l'Institut français également pour faire en sorte que nous puissions permettre aussi des circulations de nos acteurs culturels dans toute la francophonie notamment, pas uniquement, mais notamment. Et donc, la langue nous rassemble aussi et elle nous permet de voyager et d'accueillir. C'est l'intérêt même de la culture que de pouvoir se frotter à des réalités, des géographies, des perceptions qui sont complémentaires et qui viennent s'enrichir les unes aux autres. On l'a vu par exemple, je vais vous donner un exemple, mais ce qui fait que le Don Juan de David Bobet, le directeur du Théâtre du Nord, a un tel succès depuis sa création à Lille l'an dernier, qu'il est diffusé et qu'il est en tournée, eh bien, c'est le fait que cette œuvre intemporelle, elle fait une place à la francophonie. On a un formidable talent burkinabé qui a toute sa place dans Don Juan. Et il fallait le talent aussi du créateur
du metteur en scène pour pouvoir oser la francophonie. C'est un beau message aussi. Je pense que la décision du président de la République a été une décision très forte qui est un risque quelque part, nous le savons. Nous avons tous l'envie et l'ambition d'accompagner et d'accueillir quelque part la Cité internationale de la langue française dans son territoire. La communauté de communes de Réan-Valois est très mobilisée, le département de l'Aisne, la région Hauts-de-France, l'État. Nous sommes rassemblés pour l'accueil de la Cité internationale de la langue française et nous sommes rassemblés également pour être mobilisés dans le pacte linguistique parce que cette francophonie, c'est bien sûr les grands horizons, mais nous avons aussi à cœur de faire en sorte que la Cité internationale de la langue française et toutes les énergies qu'elle rassemble nous permettent de lutter contre l'illettrisme. Nous le savons, c'est un fléau très fort dans notre région, malheureusement avec des taux supérieurs très largement à la moyenne nationale. Et nous savons combien, eh bien, au contraire, il nous faut permettre de lutter contre cet illettrisme pour ouvrir, justement, parce que c'est un fléau qui enferme, malheureusement, qui crée des frontières et pouvoir le combattre, c'est un effort collectif. Nous ne pouvons pas y arriver si nous travaillons séparément. Nous avons à nous rassembler. C'est l'objet aussi du pacte linguistique. Et la Cité internationale de la langue française va aussi nous aider à avoir un outil de proximité, c'est-à-dire cette double échelle de la proximité et de l'horizon large qu'est la francophonie. C'est l'intime, la langue, mais c'est de l'intime en partage avec des francophones qui sont dans le monde entier. Quelque part, c'est un message dont la région a besoin et le territoire d'implantation de la Cité internationale de la langue française va pouvoir bénéficier, mais c'est un effort qu'il faudra inscrire dans la durée et nous nous y préparons. C'est l'objectif d'un pacte linguistique. Les mots ont leur sens et le mot nous engage. Bon, merci, Monsieur Duclos. Nous avons rencontré cette nuit et hier soir de nombreux auteurs, associations venant d'Hauts-de-France. Donc, je crois que ce pacte est en bonne voie et que une énergie énorme émane de votre région par rapport à cette question, à ces questions linguistiques. Je me permets de retourner à notre programme parce qu'il est un peu, on peut pas trop déroger et je vous souhaite un bon séjour à Chypre. Merci et bonne poursuite de marathon de 24 heures. À très bientôt. Au revoir. À bientôt, merci. Merci. Bon, on va vous écouter peut-être plus intensément. Je crois que je vous laisse peut-être rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure et notamment cette question d'oralité, je crois, sur laquelle vous avez insisté. À moins qu'on commence un débat peut-être entre vous deux et qu'on laisse d'abord la parole à Stéphane de Freitas pour que ce dialogue puisse se mettre au point. Ça vous convient ou... Super, très bien. Alors, Stéphane, vous êtes artiste-réalisateur à l'origine du projet Eloquentia. Comment se joue justement ce rapport entre la création et ces questions linguistiques dans votre travail? Alors, oui, alors effectivement, merci de me présenter. C'est vrai que, alors d'un point de vue d'Eloquentia, juste pour remettre des chiffres, Eloquentia, c'est 15 000 jeunes formés par an à ce que j'appelle la prise de parole éducative et qui est une pédagogie que l'on a posée. Eloquentia est en passe de devenir le plus grand concours d'éloquence francophone, mais aussi européen. Et potentiellement au monde, puisqu'on est actuellement en train de se déployer dans des pays de la francophonie, notamment en Afrique. On est déjà à Alger, à Constantine, et on ouvre probablement, a priori, à Lomé, à Lausanne,
Enfin, on est déjà à Lomé, à Lausanne, pardon, et à Montréal, et on se déploie dans de plus en plus de pays. Donc ça, c'est pour les chiffres. Ce qui fait d'Eloquentia aujourd'hui peut-être un des principaux laboratoires pour les politiques pédagogiques et liées à l'oralité. On a notamment beaucoup, que ce soit à travers mon film à voix haute, qui est désormais diffusé dans les collèges, et aussi notre pédagogie qui a quelque part bien influencé la réforme du grand oral au bac. Et j'aimerais juste mettre en propos liminaire à quel point je me réjouis qu'aujourd'hui, de voir les pouvoirs publics, de voir autour de la table des représentants de l'État, hein, Madame Pradeil-Duval, qui désormais s'intéresse à ce sujet de l'oralité, puisque nous, Eloquentia, on a été quelque part un peu précurseurs sur le sujet, qui était de se dire à quel point il est fondamental de s'intéresser à la langue et au sujet de l'oralité sur deux volets. Le premier, il est purement pédagogique. On vient de parler d'illettrisme, on vient de parler d'enjeux dans l'environnement scolaire, aussi d'éducation au savoir-être, quelque part à l'apprentissage du dialogue, à l'apprentissage de l'affirmation de soi et de l'écoute des autres. Et nous, ça fait 10 ans à Eloquentia qu'on dit à quel point il était fondamental que l'éducation nationale s'empare de ces sujets-là. Apprendre à s'exprimer, ok, c'est peut-être une manière d'entrer aussi contre l'illettrisme, hein, parce que c'est une manière, avant de pouvoir écrire, tout le monde s'exprime, tout le monde parle, mais ensuite qu'on doit structurer, organiser un discours, il faut forcément passer par l'écrit. Donc, c'est une porte d'entrée et il faut évidemment marcher main dans la main avec l'apprentissage de l'écriture. Il ne faut pas que ça devienne le parent pauvre. Ils marchent ensemble, hein, c'est très important. Mais on est très, très content de voir à quel point la réforme du grand oral, moi, à la sortie de la voix haute, j'ai eu la chance de discuter avec les ministères qui se sont succédés. Le premier sous le gouvernement de M. Hollande et puis ensuite de voir le gouvernement enfin, en tout cas le ministère de M. Blanquer aussi accélérer la chose, mais il y avait une urgence et j'ai envie de dire qu'il faut encore intensifier le mouvement sur les politiques pédagogiques. On le voit, Samuel Paty, M. Bernard, la salle de classe doit être aussi un lieu d'éducation au débat, hein, et quand on voit que l'empathie est enfin consacrée, en tout cas dit dans un discours officiel, nous, à Eloquentia, il y a 15 000 jeunes chaque année. Hein, on a une pédagogie, on a des statistiques, on a des chiffres qui montrent à quel point apprendre à parler, c'est aussi l'apprentissage de l'écoute. Et vous faites une émission qui s'appelle Écouter parler. Vous ne savez pas à quel point, quand j'ai vu l'intitulé de votre émission, je me suis dit, oui, j'y vais, je participe tout de suite, parce que c'est ça nos enjeux sociétaux. Voilà. Et d'un point de vue pédagogique, de voir désormais que l'éloquence, qui a souvent été un parent pauvre, enfin, je n'aime pas parler d'éloquence, moi je parle de prise de parole éducative, hein, c'est apprendre à s'exprimer et faire en sorte que les autres nous aident aussi par leur écoute active à nous révéler à nous-mêmes. Et par ce mécanisme-là, quand les autres vous reçoivent et vous permettent de vous questionner, on travaille l'esprit critique, on travaille l'empathie, on travaille la compréhension mutuelle, on travaille à se comprendre les uns les autres. Et aujourd'hui, quand on voit à quel point la société s'est crispée, si l'éducation nationale, comme c'est en train d'être le cas, mais il faut accélérer le mouvement. Hein. Nous, ça fait 10 ans, j'ai écrit Porter sa voix il y a maintenant 4 ans, j'y parle d'empathie déjà, vous voyez, et on voit à quel point il y a une soif de cette génération. Hein. On est passé à 15 000 jeunes, et Eloquentia est en train de devenir le plus grand concours de prise de parole au monde, parce qu'on porte ces valeurs-là, vous voyez. Donc, le premier point est pédagogique. L'autre est culturel. Et je m'arrêterai là après ça me servira d'introduction et de liminaire, mais j'espère que j'aurai aussi répondu à votre question. C'est à quel point nous, quand on crée, on intervient sur plus de 200 établissements scolaires sur le volet pédagogique. Mais le concours, c'est encore quelque chose d'autre. Le concours, c'est une célébration de la langue. Et là, j'écoutais M. de Coster, qui est fondamental. C'est important que la langue française, elle est fédératrice. La langue française, elle est parlée en Afrique, elle est parlée sur le continent nord-américain, elle est parlée partout. Et quelque part, à travers notre concours, et nous on l'a expérimenté, quand on voit désormais l'appel d'air qu'il y a, hein, et Eloquentia devrait devenir, alors c'est peut-être un peu notre faute, on l'a peu médiatisé ces dernières années, mais on va le basculer, c'est-à-dire qu'on voit à quel point dans les pays de la francophonie, il y a des envies de célébrer le débat, le dialogue en langue française. Et ça, quelque part, indépendamment des enjeux géopolitiques qui se passent, je pense que la langue française, et je ne dis pas la France, c'est différent, la langue française a un rôle à jouer dans ce dialogue, dans montrer que on peut être multiple
et quelque part, à travers une langue commune, hein, qui est un patrimoine, qui est parlé dans d'autres pays, dialoguer, discuter, se comprendre, débattre, ne pas être d'accord, mais le faire au travers de cette langue, à travers de la langue française, qui du coup peut être une manière de se rencontrer. Et je crois qu'il va y avoir cette année le sommet de la francophonie en France. Je ne sais pas si les autorités saisissent à quel point la langue, l'aspect de la langue dans ces enjeux où le dialogue, la communion, la discussion deviennent essentielles, à quel point la langue a un rôle aussi à jouer de ce point de vue-là, et qui est peut-être fédératrice quelque part, et sans parler voilà, de la France, ce qui est encore un petit peu différent. Voilà. Oui, mais ça, de toute façon, le rôle fédérateur de la langue française, les institutions qui ont la responsabilité de la politique de promotion de la francophonie l'ont bien compris. Hein. C'est l'Organisation internationale de la francophonie réunit les peuples ayant en partage la langue française. Ce que vous soulignez cependant dans votre propos, c'est que entre finalement une politique institutionnelle et un usage quotidien, il y a une distance qui est très importante. Donc, pour revenir justement à cette question de l'apprentissage, non pas de l'éloquence, mais de la parole éducative que vous privilégiez comme formulation, j'avais une question justement à Madame Pradeille Duval de la DGESCO, la Direction générale de l'enseignement scolaire au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Est-ce que finalement la prise de parole éducative, ça correspond à une préoccupation par rapport à tout ce qui est fait en termes de maîtrise de la langue. La maîtrise de la langue, on sait que c'est une préoccupation très prioritaire, éminemment prioritaire, parce que ça détermine tous les autres apprentissages. C'est la compétence transversale aux autres apprentissages, comme on dit à l'éducation nationale. Et la prise de parole, parce que l'oral, vous avez dit qu'on avait redécouvert quelque part les vertus de l'oral et la nécessité de faire une place plus importante à l'oral dans l'enseignement. Quid alors de la prise de parole? Alors, d'abord, je ne peux pas vous laisser dire qu'on a redécouvert. Ça a sans doute eu une place qui a bougé, y compris parce que des cours d'éloquence ont existé pendant de nombreuses années, y compris dans les plus hauts niveaux scolaires, pour pouvoir obtenir les plus hauts diplômes, y compris à l'université. Donc, je crois qu'il faut être aussi humble dans la façon dont nos élèves aujourd'hui, et pas hier, et la société met l'oral à sa place dans la pratique de la langue. L'oral, et je le redis, l'oral, c'est la première clé d'entrée dans la langue, notamment sur les niveaux les plus bas. Et la maternelle, qui est devenue une école obligatoire avec l'instruction obligatoire à 3 ans, met clairement en valeur la prise de parole, la valorisation de l'oral et l'articulation entre l'oral d'abord, l'écrit et cette espèce d'échange permanent qui va se construire tout au cours de la scolarité entre l'oral et l'écrit. Et c'est vrai que pendant longtemps, et sur les dernières décennies, la place de l'écrit a peut-être pris le pas sur la place de l'oral. Je vais revenir sur le collège parce que je pense que c'est un moment très sensible sur la construction des jeunes et sur leur bascule entre ce qui se passe au premier degré à l'école avec une nouveauté et un âge qui permet sans doute beaucoup plus de fluidité dans les échanges et ce qui se construit notamment à la préadolescence et à l'adolescence. D'ores et déjà, le travail de l'oral existait au collège.
y compris parce que depuis de nombreuses années, au niveau du DNB, nous avons une épreuve d'oral. Malgré tout, et ça a été dit par M. De Freitas, le fait qu'en 2019, le ministère engage plus fortement les collèges à mettre en place des activités autour de l'oral et autour de la langue, que ce soit de l'écrit ou de l'oral, ça change la donne dans la façon dont chaque établissement, compte tenu du contexte qui est le sien, compte tenu des publics qu'il accueille, va s'emparer de cette question de la prise de parole. Alors, on a eu une expérimentation qui s'appelle Éloquence en classe de 3e et que je suppose que certains d'entre vous connaissent, où finalement la pratique de l'oral est encouragée pour que, avec un temps dédié, inscrit à l'emploi du temps des élèves, on puisse avoir un travail autour de l'éloquence et de la prise de parole en français d'abord, mais on verra que ça s'est élargi très progressivement, et ça permet du coup de replacer l'oral dans le cadre scolaire. Et avec une place qui est une place formalisée, institutionnalisée, c'est dans l'emploi du temps, c'est pas un machin à côté, hein, c'est au sein de l'emploi du temps, c'est encadré par des professeurs en lien avec des partenariats extérieurs, et ça permet aussi d'articuler ce qui se faisait au premier degré et ce qui se fera après dans les lycées, dans les voies du lycée. Vous avez parlé du grand oral, moi je vais vous parler du chef-d'œuvre qui, dans la voie professionnelle, permet à des jeunes du baccalauréat professionnel et qui préparent un CAP de présenter à l'oral leur activité, leur réalisation. Là aussi, c'est un acte de présentation, de prise de parole et de positionnement pour ces jeunes vis-à-vis d'une prise de parole en langue française qui n'est pas toujours initialement leur tasse de thé. Donc, cet enseignement alors je vais mettre beaucoup de guillemets, de l'art de la parole et de l'art de la prise de la parole aux élèves, ça permet clairement d'articuler en transversal tout ce que représente l'oral, indépendamment de la langue française. Et on voit très bien, et je pourrais y revenir, le fait que dans les établissements qui l'ont mis en œuvre, ça permet de fédérer les équipes pédagogiques autour de ce projet pour faire intervenir à l'oral et avec un oral structuré, réfléchi, dans toutes les disciplines et pas que sur le français. Donc, d'abord, on a plus de 1100 établissements qui se sont lancés dans l'aventure, avec 26 académies concernées, que ce soit en France métropolitaine ou en Outre-mer, ce qui est une grande réussite par rapport à d'autres expérimentations qui peuvent être mises en œuvre. Et on voit bien qu'il y a un besoin des élèves qui réagissent plutôt bien à cette expérimentation, mais aussi des équipes pédagogiques pour pouvoir finalement identifier cette classe de 3e qui est une classe un peu charnière avant de l'orientation au-delà du collège, pour pouvoir prendre pleinement possession de la langue et pleinement possession de sa place dans le cadre social en s'exprimant, en structurant son propos et en ayant une place, y compris physique, de prise de parole vis-à-vis du reste des acteurs que l'on interpelle. Alors, la place de la parole dans le cadre scolaire, c'est toujours ambivalent parce qu'il y a toujours un moment où il va falloir parler de réussite scolaire et c'était une des difficultés que nous identifions au début. D'abord parce que cette réussite scolaire, elle s'appuie aussi et elle appuie aussi une réussite sociale pour ceux qui ont un parcours ultérieur. Et donc, il fallait trouver un équilibre entre dire qu'on remettait de l'oral, ça n'était pas enlever de l'écrit, mais c'était bien rajouter du temps pour l'oral. Cette question-là, elle n'est pas si simple que ça pour les équipes, parce que par ailleurs, la place de l'écrit reste fondamentale dans notre parcours de scolarité et que l'idée n'est pas de dire qu'il y ait moins d'oral. Dire qu'il y a plus d'oral, qu'il y ait moins d'écrit, dire qu'il y a plus d'oral, c'est pas dire qu'il y a moins d'écrit. Donc c'est ouvrir la parole aux élèves, mais leur rappeler que ça se structure tout autant que l'écrit, y compris avec des codes qui sont parfois un peu différents. Donc ça permet d'assurer le continuum entre le collège et le lycée, le grand oral, le chef-d'œuvre. Ça permet aussi de travailler, par exemple, l'enseignement moral et civique dans le cadre de débats,
s'exprimer, écouter, répondre. Donc, on est à la fois dans un propos qui est un propos en continu, mais aussi un propos en interaction. Au passage, on retrouve des compétences qui sont dans le CECRL pour les langues vivantes. Donc, on est vraiment finalement comment s'approprier ces compétences-là, y compris dans la langue qui est celle de la scolarité de nos élèves en France. Et puis, bien identifier comment on peut faire rentrer l'élève dans la conversation publique pour qu'il prenne toute sa part, y compris dans un monde d'adultes où il fait ses premiers pas. Donc ça, c'est aussi une autre question, l'articulation vis-à-vis de l'adulte avec un propos construit, un propos qui du coup est mieux écouté et qui permet du coup de porter juste quand il a besoin de porter des projets au sein de son collège, quand il est éco-délégué, quand qu'il participe à un conseil de classe. Donc on voit bien que ça a on rentre par la classe, par l'enseignement du français, souvent par le professeur de français, mais qu'au-delà, ça a des effets bien transversales. On voit bien que ces temps spécifiques liés à l'éloquence sont vraiment des laboratoires et que toute l'observation que l'on peut mener, c'est qu'il y a eu un travail qui a été fait entre, au début, un temps qui était finalement très structuré. J'apprends à parler en public, j'apprends l'éloquence, c'est l'art de l'éloquence. Et puis petit à petit, le fait de se dire que l'oral, la prise de parole, l'art du discours, certes, ça pouvait se faire dans des temps solennels, vous parliez du concours tout à l'heure, mais ça se fait aussi dans des tas de moments de prise de parole au sein de la classe, avec des lectures oralisées, avec des représentations théâtrales, ça c'est encore un peu plus structuré, mais aussi la diction de poèmes et le travail sur la diction de poèmes, des joutes oratoires, y compris sur des sujets au sein de la classe, en sciences par exemple, en technologie, en histoire-géographie quand on présente un projet, et bien sûr dans l'analyse des discours, ça c'est encore l'éducation aux médias et à l'information, sur voir comment la place de la parole, l'interprétation d'un discours change la donne dans la façon dont il est reçu par ses interlocuteurs, y compris au travers des médias qui sont les nôtres aujourd'hui. Donc on voit bien que c'est un sujet qui est complètement transversal, qui, pour tous les établissements qui s'en sont emparés, sont rentrés par le français, et puis on a vu apparaître tout un tas d'acteurs qui n'étaient pas du tout, mais alors pas du tout prévus au début, que ce soit des professeurs d'histoire géo, mais aussi des professeurs d'EPS, pour éviter, c'est le respect de la parole de l'arbitre, et l'arbitre, ça peut être un collègue. Donc, on voit que tout un tas d'éléments sont portés par l'oral et que tous les établissements qui se sont lancés dans l'aventure poursuivent cet élément qui change le climat scolaire et qui permet de faire passer par la parole des éléments qui peut-être avant passaient par d'autres moyens qui étaient moins fluides et moins favorables au climat scolaire de l'établissement. Je vous remercie. Je crois que c'est certainement intéressant. La question que je laisse ouverte, c'est est-ce que c'est possible dans des classes de 35 élèves et est-ce que cette élocution peut prendre la forme du rapport direct entre un enseignant et des élèves. Et c'est pour ça que j'aimerais poser la question à vous, Stéphane de Freitas, sur les élèves qui sont en échec et qui peut-être grâce à des processus pédagogiques qui sont extrascolaires arrivent à retrouver le goût de l'école, parce que je crois que la question du goût de l'école est aujourd'hui vraiment au centre de la problématique des jeunes enfants. Comment arriver à faire qu'ils sentent le besoin de faire ces efforts et de participer de cette société. Et je crois que des projets comme celui que vous menez est à ce niveau-là extrêmement intéressant parce qu'il séduit d'une manière transversale aux écoles. C'est-à-dire qu'il dépasse
les enseignements habituels et le rapport que peut avoir l'enfant avec ses enseignants, quelles que soient les qualités des enseignants. Hein. Je remets pas en question cette dimension-là, mais je crois qu'aujourd'hui, on voit bien, on l'a vu avec vous, on l'a vu avec d'autres projets durant la nuit, que ces éléments un peu complémentaires au corpus, disons, central de l'éducation sont des sortes de roues de secours extrêmement efficaces et qui, d'une certaine manière, redonnent espoir à des enfants qui ont du mal à rentrer dans le système qui reste quand même très compétitif et très, on n'arrête pas de leur faire peur des examens, des étapes d'après, qui restent quand même très contraignants. J'aimerais vous entendre par rapport à ça. J'ai joué le jeu du politiquement pas correct, comme ça vous pouvez. Non, non, mais je vous remercie. Alors, déjà, nous, sur la base, on est à 65 000 jeunes formés depuis la création au sujet. Alors, moi, j'aime pas parler d'éloquence, mais c'est un sujet doctrinal qui n'intéresse que très peu de personnes. On s'appelle Eloquentia, mais pour moi, Eloquentia, c'est un effet. L'éloquence, c'est une résultante. C'est quand on atteint ce qu'on appelle la congruence, qu'un enfant qui, au plus profond de son âme, a un talent, une compétence, un message, une qualité, et l'objectif, c'est de le mettre sur ce chemin-là, arrive à la verbaliser. Donc, ces premiers temps, prise de conscience de ce qui nous anime, de ce qui nous a influencé. Deuxième temps, de le construire, c'est-à-dire de structurer son propos. Hein, et c'est là où la rhétorique, au sens grec du terme, choisir la bonne typologie de discours, les bonnes typologies d'arguments. Hein. Il y a des plans de discours comme le plan, alors le plus connu, un des plus connus, le dialectique, mais il y a aussi le CBS, le plan constat, besoin, solution, quand on doit débattre, qu'est-ce qu'on a à proposer comme solution. Enfin, la rhétorique, là, devient un outil pour construire son propos, mais aussi qui est utile à l'apprentissage du dialogue et du débat. Et le troisième temps, c'est la verbalisation. La verbalisation, c'est d'apprendre à extérioriser, à verbaliser, parce que quand on prend la parole, on se révèle aux autres. Et donc, apprendre à être congruent, c'est un savoir-être qui est fondamental parce qu'il touche à la confiance en soi, mais le mouvement pour apprendre à s'exprimer, hein, il consiste aussi avant à préparer, donc à écrire, à aller se questionner, donc introspection, structuration, verbalisation. Et ça, quand on a des élèves en difficulté, et c'est là où je vais faire la passerelle avec vous, ce que vous venez de poser, en fait, ça, c'est urgent que l'éducation nationale continue de s'emparer du sujet. Hein. Et moi, c'est vrai que sous Jules Ferry, il y avait des cours d'éloquence, hein, ils ont disparu fin 19e, début 20e. Il y a eu de l'oralité et on a eu à travers les exposés l'oral au collège, hein, pour le brevet. Il y a aussi des oraux. Je ne dis pas que l'oralité a disparu. Je dis que ce que, in fine, alors on appelle à mon sens, mais encore une fois, c'est une dispute doctrinale qui n'intéresse que peu de monde, mais l'éloquence est une erreur. Hein. L'éloquence, derrière l'éloquence, il y a des gens qui vont se dire, mais on apprend le sophisme, c'est l'école de Gorgias, c'est-à-dire on apprend, l'objectif c'est quoi? C'est d'apprendre à avoir raison à tous les coups. C'est quoi? C'est d'apprendre l'extériorisation d'un ego sans... C'est pour ça que je pense que l'enjeu, c'est davantage de parler de prise de parole éducative. Si un élève est en difficulté, manque de confiance en lui, c'est là où la prise de parole éducative, quel que soit le milieu, chaque enfant doit vivre cette expérience-là d'apprendre à s'affirmer, okay, à faire de l'introspection, structurer son propos et le verbaliser, se révéler aux autres. Et c'est là où nous, dans notre mesure d'impact, on voit bien les liens entre le développement de l'esprit critique, puisque l'exercice de la prise de parole éducative, c'est aussi apprendre à écouter ses camarades et apprendre à les questionner aussi. Mais quand tu dis qu'aujourd'hui, il y aurait des femmes qui aujourd'hui prônent l'égalité des sexes, mais de quels chiffres parle-t-on? Est-ce que tu as une idée de la frange de population parmi les femmes qui aujourd'hui ressentent cette injustice? Oui, une étude de l'IFRES révèle que 19,8% des femmes ont ce sentiment-là aujourd'hui dans la tranche d'âge des 18-25 ans. Vous voyez, quand on apprend les techniques argumentatives, apprendre à poser une idée, à discuter, on vient en fait éduquer cette jeune génération à l'esprit critique qui, aujourd'hui, c'est compliqué, hein, quand on a des sources d'informations qui viennent de toutes parts, de se construire. Et donc, c'est la pratique de ça qui permet, in fine, à tous les élèves
de se développer. Et donc, pour répondre à votre question, sur la frange d'étudiants ou de jeunes collégiens ou de lycéens qui sont plus en difficulté, l'oral, hein, permet de les rattraper, parce que c'est à la portée de tout le monde de s'exprimer, de rentrer dans la boucle, donc de gagner cette confiance en soi. Par contre, et c'est important, parce qu'on a beau s'appeler Eloquentia, on a beau militer pour la prise de parole éducative dans le système éducatif, il ne faut pas oublier que l'école est aussi un lieu d'enseignement, de connaissances scientifiques. On prenait, évidemment, il y a eu des expériences de classe inversée. On doit apprendre le cours à la maison pour en parler, en discuter dans la salle de classe. Mais c'est important aussi de se dire que l'oral est le meilleur ami de l'écrit, que l'oral doit être au service aussi des connaissances pédagogiques, qu'il y a des programmes scolaires et qu'il faut que l'oral puisse trouver sa place. Moi, je trouve que le discours de Madame Pradet-Duval est à saluer, hein, et je le trouve très juste. C'est de se dire, voilà, il faut que ce ne soit pas au détriment des connaissances scientifiques, il faut lui trouver sa place, mais c'est peut-être une manière, dans certains temps, de faire vivre le savoir. On peut faire revivre le procès de Nuremberg, peut-être en demandant à plein d'élèves, à quelques élèves, d'apprendre ce qui s'est passé lors du procès en amont pour venir le faire vivre en chair et en os aux camarades et qui vont l'expérimenter, qui vont le vivre. Il y a des manières de faire vivre et derrière, d'enchaîner sur du débat, du dialogue, de la mise en perspective peut-être avec des sujets d'actualité qui, à mon sens, c'est ce prisme-là désormais qu'il faut continuer, et dans le discours de Mme Pradet-Duval, je l'entends, mais qu'il faut continuer, sur lequel il faut avancer. Et nous, aujourd'hui, on travaille avec l'éducation nationale, hein, notamment sur les quartiers, en tout cas, notamment dans le département des Hauts-de-Seine, un certain nombre de collèges. On essaye aussi de se développer sur les quartiers nord de Marseille. On essaye en priorité d'aller dans les quartiers sensibles parce que notre savoir-faire depuis 10 ans maintenant, hein, et tout notre réseau de formateurs a été formé en priorité sur les quartiers, on va dire, les plus compliqués, quoi. Merci beaucoup. Je vais directement rejoindre Laurence De Villers, pardon, euh, qui est professeure au LISN 2. Laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique. Merci. D'accord. Sur l'éthique de l'intelligence artificielle, je crois que c'est un des thèmes de votre recherche. Mais vous m'avez, ou indirectement, j'ai reçu un SMS comme quoi vous feriez écho à ce qui vient de se dire, et je crois que c'est très bien, pour l'école sur l'éthique du numérique et la prise de parole. Je crois que c'est en effet un thème extrêmement intéressant et Voilà. qui parle aux jeunes, bien sûr. Ouais. Et qui les intéresse. Donc, j'ai beaucoup apprécié les deux discours que je viens d'entendre. Je suis désolée, je suis arrivée en retard, de Madame Pradet-Duval et Monsieur Stéphane de Freitas. Et je m'inscris, donc j'enseigne à l'université et j'enseigne l'épistémologie des sciences informatiques, mais aussi où je parle d'éthique, et je parle des fondements, des concepts, etc. Et je suis aussi impliquée au Comité national pilote d'éthique du numérique, qui est sous l'égide du CCNE, du professeur Delfrécy, pour essayer de réfléchir à ces grands problèmes de société. Alors, on en parle à des niveaux très élevés, et il me semblait, je me suis engagée dans la Fondation Blaise Pascal, de médiation en mathématiques et en informatique, que ce sujet pouvait être compris par des enfants, plus jeunes d'ailleurs que les enfants dont vous parliez, en CM1, CM2, et que on pouvait en tout cas arriver à capturer leur attention et à les faire discourir sur ces sujets, dialoguer, enfin, à mon avis, vous avez tout à fait raison pour développer cet esprit d'explication, de compréhension fine des choses. On a besoin de s'exprimer, l'oral est indispensable. Et dans une classe, il fait sens aussi, puisqu'on va ainsi faire des communautés en fait, de réflexion. Et cet aspect aussi de partage me semble essentiel. Alors, je vous explique un peu ce qu'on a fait. Donc, dans la Fondation Blaise Pascal, j'ai une chaire aussi en IA, où il y a une partie qui porte sur la médiation autour des manipulations de ces outils. Donc, on a monté ce qu'on appelle des capsules éthiques de l'IA sur les usages de l'IA. Je vais vous en donner des noms. Alors, vous pourrez les voir. C'est sur la Fondation Blaise Pascal. On en a 2 en ligne. On en a une 12aine qui vont être faites grâce à des fonds de la Fondation de la Maïf, d'industriels, du CNRS, etc. On a monté cela. Et c'est je viens aujourd'hui vous proposer ces outils. Hein, je ne dis pas plus. C'est-à-dire que ce sont des petits
vidéo de 2 minutes, 3 minutes sur des sujets précis, expliqués des enfants par les enfants, c'est-à-dire qu'on a filmé des enfants qui répondent à des questions autour du numérique. Et on a une chouette, un peu comme la Hulotte de mon temps que je lisais, qui joue le rôle non pas d'un professeur, mais de quelqu'un qui va animer, si vous voulez, le petit scénario. Et toute l'idée, c'est d'accompagner ceci d'une fiche qui correspond à tous les concepts d'IA qu'on veut montrer, qui sont pas compliqués, plus toutes les prises de conscience qu'on voudrait faire partager aux enfants et les faire réfléchir. Et là, il y a tout lieu d'imaginer des prises de parole, de théâtre ou d'opinion inverse ou tout ça. Et on l'a testé donc en CM1, CM2 au Havre dans 2 classes grâce à Édouard Philippe qui m'avait invité à venir parler sur Les épaules des géants, qui est une conférence qu'il fait depuis, c'est la 2e année. Alors, je vais vous dire un peu ce qu'il y a dedans. Donc, l'idée, c'est présenter différents sujets liés au numérique que les élèves, probablement, ils rencontrent dans la vie de tous les jours avec leurs portables, les jeux vidéo, et expliquer un peu ce qui se passe et avoir ce dialogue dans la classe avec le professeur. Et donc, une capsule, c'est un ensemble de documentation incluant cette vidéo explicative pour les élèves, le lexique, une note d'accompagnement, des idées d'activité, mais c'est très, très libre. Ça peut être 30 minutes dans la classe. Ça peut être fait par un prof de mathématiques, comme de sport, comme de tout un tas de multi-disciplines, je dirais. Ça convient aux élèves de classe. Pour nous, on a imaginé ça, on l'a fait tester par des profs de CE1 à la 6e, avec un contenu très clair, adapté à ces élèves, plutôt 3e cycle, qui ont à choisir. Et donc, Ibou, la mascotte des capsules, elle endosse un rôle de guide, en fait, pour la durée de la capsule. Et les élèves, après, sont libres d'explorer avec le professeur. Alors, quels sont les sujets? On a commencé par l'attachement aux écrans. Ça s'appelle « J'ai tout dépensé, mon temps et mon argent ». Et dedans, on parle d'un premier principe qui est l'attachement aux écrans et la dopamine, c'est-à-dire, en fait, l'hormone de plaisir et le fait qu'on est frustré quand la maman vient éteindre l'écran. Alors évidemment, il n'y a aucun adulte qui explique ça, c'est des petites vignettes animées. Alors, j'ai pour ça des étudiants de sociologie, de psychologie qui ont aidé à monter ces scénarios. On est plusieurs à discuter autour de ça, donc on serait ravis d'avoir votre avis et de vous les envoyer pour que vous compreniez mieux ce qu'il en est. Le deuxième, alors dans cette capsule, on a aussi quelque chose autour de « J'ai dépensé tout mon argent ». C'est le free-to-play et je parle en anglais parce que c'est comme ça que les enfants le voient, hein. Mais évidemment, c'est traduit, tout est en français, sauf quelques accroches, parce qu'on veut qu'ils prennent conscience que c'est ce qu'ils ont sur leur téléphone, sans pour autant parler d'aucune marque. C'est donc le free-to-play et pay-to-win. C'est-à-dire qu'on les force, on les oblige à acheter des objets autour pour être plus forts, plus stylés, comme ils disent, et arriver les premiers. Il y a tout un tas de stratagèmes dans ces objets pour les attirer. Et ces stratagèmes, nous, on les comprend d'un point de vue technique. Et on pense que les enfants, il ne faut pas leur expliquer ça techniquement, c'est avant le codage, avant de les emmener dans du codage, il faut leur montrer les capacités de ces objets et démystifier, en fait. Le deuxième porte sur où vont mes données en ligne? J'ai rien à cacher, ça s'appelle. Ensuite, il y a les différences de genre sur le web et le harcèlement, filles et garçons sur Internet. Il y en a un sur le numérique et l'environnement qui s'appelle Ecologie. Et l'émergence de l'IA avec ChatGPT, tu fais mes devoirs. On explique des choses comme ça. Il y a une capsule aussi de méthodologie qui s'adresse à tous, en fait. C'est qu'est-ce qu'on cherche à faire à travers cela, que les enfants peuvent voir aussi. Et on leur a demandé de répondre à la fin à un questionnaire qui permettait de savoir quels étaient les mots majeurs qu'ils avaient retenus, qu'est-ce qu'ils avaient aimé, est-ce que la chouette était drôle, enfin plein de choses comme ça. Donc j'ai pu voir le niveau d'écriture de ces enfants, qui m'a terrifiée, CM1, CM2. C'était de la phonétique, du tweet rapide, même sur un questionnaire qu'ils donnaient en classe. Sinon, ils avaient bien retenu un mot, dopamine, par exemple, qui était un mot nouveau pour eux, et qui savaient expliquer dans la classe, donc ils ont beaucoup discuté. Et il y a eu un enthousiasme des enfants qui voulaient en parler. Et avec le professeur, on s'est bien rendu compte qu'il y a un problème majeur dont vous avez parlé tout à l'heure, c'est l'écoute des autres et le partage. Voilà, donc je voulais vous livrer on a 12 capsules qui sont en train d'être montées. Nous, on va les mettre libres pour des centres aérés, pour à l'extérieur de l'école, parce que nous sommes des chercheurs, mais en dehors du parcours scolaire. Et donc, on voulait savoir si ça pouvait avoir un intérêt pour vous, sachant que on est conscient d'une chose. J'ai beaucoup d'amis qui réfléchissent à ce qu'il faudrait faire à l'école, du point de vue informatique, qui ont été pros pour le CAPES d'informatique, Gilles Dowek, que je connais bien, Serge Abitbou, l'académicien. Mais ça prend un temps long que l'on comprend très largement. Former des professeurs en informatique, ils arrivent tout juste. Donc, pour avoir un développement agile,
large, massif, c'est impossible. Donc, ce sont des stratégies d'agilité qui, évidemment, sont des propositions et pour lesquelles on vous offre ces sujets en se demandant si ça pouvait vous intéresser ou pas. Donc, voilà. Je crois que le propos et le sujet est extrêmement intéressant, mériterait presque 24 heures à lui tout seul, parce que je crois que la question du digital dans l'espace scolaire est une question Oui. tellement... Et il y a une chose, par exemple, qui m'a étonnée. Donc, ces enfants avaient 9-10 ans, entre 8, 9, 10 ans, et ils étaient tous conscients que avant 13 ans, on n'avait pas de mail. Donc, ils avaient des propos sur la juridiction autour de l'utilisation des réseaux, tout en étant tous avec des téléphones, des accès Internet. Je ne parle pas de pornographie, tout ça, je ne me mêle pas encore de cela. Et il y a des lois qui vont arriver. Mais on se rendait bien compte qu'ils étaient très en avance sur l'utilisation de tout cela, sans du tout comprendre Ce que je quoi que voulais, ce soit. ce sur quoi je voulais un petit peu insister, c'est par exemple sur la manière dont on parle aux enfants. Oui. Comment arriver à faire... Alors, ça, ce sera intéressant que vous regardiez. Le digital est Ouais, particulièrement souvent affligeant pour les personnes qui... oui. comment arriver à les Alors, élever, leur donner... voilà. Alors, nous, on est passé, cette réflexion, on l'a eue, et on est passé par Hibou, qui est une espèce de chouette qui est guide au milieu de tout ça. Les capsules ont été faites par des jeunes. On est plusieurs plus seniors à suivre et évidemment, on fait tout ça ensemble. On l'a soumis à des professeurs des écoles, à des professeurs de collège. Ça a été testé en classe et le niveau marche. C'est graphique, donc il y a c'est comme un petit dessin animé. Ce sont des concepts très simples. Alors, on peut toujours faire mieux, hein, je ne dis pas, hein, mais c'est accessible vu les retours que nous avons eus. Et maintenant, il faudrait savoir si, sur le long terme, ils retiennent vraiment l'information. Et je pense que ça a tout son intérêt. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer ce genre de capsule avec un suivi peut-être un peu plus tard pour voir si effectivement l'enfant se rappelle de ces notions. On parle de l'aspect chronophage. Donc, ils ont retenu les mots qu'ils ne connaissaient pas. Chronophage, ils ne connaissaient pas. Ils ont compris parce qu'on a une pendule qui devient folle et qui tourne en rond. C'est très visuel. Et on leur demande d'écrire sur aussi un document. Voilà, donc on sent bien que de toute façon, c'est pas de la pédagogie. Moi, on sent bien que c'est une nécessité que les enfants aient plus d'explications autour de ces sujets numériques. Voilà. En tout cas, j'espère vous motiver à voir ces capsules et de continuer cette discussion en dehors, si vous le souhaitez. Merci. Alors, en vous écoutant, madame, la question que je me posais au mon fort intérieur, c'était à quand l'entraînement à la prise de parole éducative sur le numérique, comme il faut dire en français, dans nos vies. Est-ce que, Stéphane de Freitas, ça c'est un bon sujet pour une séance de prise de parole éducative, Exactement. de la leçon avec vos jeunes? Et ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est comment se passent justement ces séances de formation? Ça, c'est intéressant. Alors, nous, en fait, le postulat pédagogique que l'on fait sur ce qu'on appelle donc la prise de parole éducative, c'est qu'il y a 5 matières. Le voyage autour de l'oralité doit se faire autour de 5 matières. 2 matières principales, 3 matières secondaires. Hein, on est arrivé au bout de 10 ans, puisque Eloquentia avait fêté ses 10 ans en février. Voilà, si ça intéresse les personnes à venir, on va faire une belle fête. Hein, ça sera le 15 février à la Maison de la Radio, à l'occasion de la finale internationale du concours. En fait, il y a 5 matières. 2 matières principales. La première, c'est donc ce qu'on appelle la rhétorique. La rhétorique au sens grec du terme. Hein. C'est-à-dire, on n'a rien inventé, il y a des typologies de discours. Il y a des discours, le discours dialectique, le discours chronologique, le constat besoin-solution. Il y a des typologies de discours qui répondent, qui sont des canevas pour la pensée. Et c'est important parce qu'il faut d'abord apprendre à structurer. Hein. Pareil, sur la technique argumentative, on pose une idée, 2 à 3 arguments de familles différentes pour défendre une idée. Il y a des arguments juridiques, des arguments politiques, des arguments scientifiques, des arguments économiques. C'est d'avoir le réflexe d'aller chercher des arguments dans des familles différentes. Et culturel. Arguments culturels, d'usage, tout. Voilà. Donc, on leur donne les canevas
Ça, c'est la rhétorique, hein. Je vais pas prendre en otage cette conférence pour faire un cours de pédagogie, mais en tout cas, première matière, la rhétorique. Deuxième matière, ce qu'on appelle l'expression scénique. Et on travaille la verbalisation, c'est-à-dire souvent le théâtre, notamment, alors nous, on n'aime pas parler de théâtre parce que le théâtre, c'est une activité en soi, même si elle est bonne pour aider à la confiance en soi, mais c'est d'apprendre l'extériorisation. Parfois, pour prendre la parole dans une salle de classe, face à ses camarades, et a fortiori quand l'actualité est brûlante, on a besoin d'exercices pour oser s'exprimer. Donc, il y a des procédés dits de déviation, hein, qu'on emprunte au théâtre. Quand on parle dans un jeu de rôle ou dans un masque, on peut dire des choses, mais dans un jeu de rôle et dans un contexte. Donc ça permet, hein, on emprunte ça à l'univers du théâtre, mais on parle d'expression scénique parce que c'est des exercices de rôle, mais qui permettent à bon escient de travailler le savoir-être sur l'affirmation de soi. Et puis, donc, hein, moi, j'aime à dire, quand je demande aux équipes pédagogiques de déployer la pédagogie, il y a des ratios, comme ça, il y a les deux matières principales, et puis il y a 3 matières secondaires qui sont beaucoup plus, donc ce qu'on appelle, nous, on appelle ça la poésie. Alors, c'est poésie, mais on y met aussi, on y étudie des textes de rap et de slam, qui permettent de travailler la richesse de la langue. Il ne faut pas oublier aussi, il faut que la prise de parole éducative, c'est aussi une éducation. Et c'est là où le rôle culturel de la langue française est important, apprendre les figures de style, des textes, enrichir le vocabulaire. Et les élèves, notamment ceux qui ont le plus de difficultés, cette activité-là, ils l'aiment beaucoup parce qu'en fait, ils découvrent que dans certains textes de rap ou de slam, et même dans la poésie, on utilise, quand on dit à quelqu'un que c'est une tête de chien, bah c'est un procédé, hein, c'est une figure de style, c'est l'animalisation. Bon, bah voilà, on découvre ça, puis on tire le fil. Et c'est là où, notamment dans les cours de français, c'est intéressant. Deuxième matière, c'est ce qu'on a appelé, nous, l'éducation à la respiration, à la maîtrise de son corps. La respiration, c'est fondamental parce que quand on s'exprime à l'oral, on peut avoir des enjeux de stress, de nervosité. Donc, on leur donne les fondamentaux d'apprendre à respirer, apprendre à maîtriser ses émotions aussi. Donc, il y a un volet sur ce volet-là. Et aussi sur la gestuelle, hein. Quand on s'exprime à l'oral, il y a une gestuelle qui va avec. Donc, ça, c'est une autre des matières mineures. Et le dernier, alors, qui en réalité est fondamental, mais on dit que c'est une matière mineure comparée aux 2 premières, cependant, c'est ce qu'on a appelé, ça fait 10 ans qu'on l'a revendiqué, c'est l'aspiration personnelle. Hein, ça a été tout de suite, dès les premières classes à Eloquentia, je l'ai mis, c'était de mettre l'éloquence non pas au service, enfin, j'aime pas l'éloquence parce que l'éloquence, souvent, c'est un mot qui va dans plein de directions. Et d'ailleurs, le corps professoral est un petit peu perdu. Il y a plein d'enseignants qui sont livrés à faire leur tambouille, qui vont prendre chez Gorgias des textes où, où justement on célèbre un petit peu parfois le sophisme, d'autres partent dans d'autres orientations. Donc, avec ce terme éloquence, je pense que c'est important, et c'est important enfin, de le qualifier, et on voit ce dont on parle. Mais si on est très précis, je pense surtout l'enjeu, c'est faire la prise de parole éducative. Et donc, là, c'était de mettre sur cette matière-là, qu'on appelle l'aspiration personnelle et professionnelle, c'est de partir du principe que chaque petit enfant, dès le collège, dès le lycée, il porte en lui quelque chose. Des compétences, des qualités, une aspiration, un rêve, une ambition. Je peux être entrepreneur, créer mon resto, créer ma marque de vêtements, m'engager pour la politique publique locale, devenir associatif. On porte tous en nous, c'est comme ça dès le début, quelque chose en nous. Et que aider à le verbaliser, à l'exprimer. Et encore une fois, nous, quand on a vu, avec le super travail de Cyril Delay sur le grand oral, quelque chose que nous, on porte depuis 10 ans, que dans le grand oral du bac, on invite, et même finalement, il y avait des exposés, les TPE, à un moment donné au collège. Donc, il y a eu des petites étapes où on invitait les jeunes à verbaliser, à partager un projet. Hein. Dans l'oral du brevet au collège, on peut partager aussi un engagement associatif qui nous a tenu à cœur. Donc, il y a des étapes comme ça. Mais ce qu'on appelle donc l'aspiration personnelle et professionnelle, c'est un moment donné où sur certains discours ou sur certains temps donnés de la formation, on invite les jeunes à verbaliser leurs rêves, leurs ambitions, ce qui les anime. Et apprendre à verbaliser, hein, là, moi, j'ai vraiment puisé dans les travaux de Carl Rogers, père de la psychologie. Ouais. Vous nous retenez captifs dans votre prise de parole éducative, c'est passionnant. Et le temps n'attend pas d'avancer. Pourtant, je crois
On donne encore une dernière Oui, fois tout à fait. rapidement la parole À Madame Pradeil Duval. Donc, le mot de la fin sur cette séquence pour laquelle nous n'avions pas prévu, à vrai dire, de parler de l'oral et encore de l'oral. Donc, on a Alors, fait. quand on a un titre qui s'appelle Écouter parler et ne pas parler d'oral, c'est quand même presque étonnant, alors que ça me paraissait complètement Non, naturel. c'est très Moi, juste. oui. Moi, je voulais quand même redire que on sent bien que euh, vulnérabilité sociale et vulnérabilité linguistique, ça va souvent avec. Et que le rôle de l'école, c'est la maîtrise de la langue. Mais la langue, d'abord, c'est la langue avec un grand L. Et donc, c'est les langues nécessairement. Que dans un certain nombre de territoires de la République, on sait que le nombre d'élèves qui arrivent avec d'autres langues à l'école doit nous permettre de dire que la maîtrise de l'oral, ça n'est pas une langue contre une autre, c'est effectivement donner du sens, préciser le vocabulaire. Je le redis parce que on voit que quand on est précis sur son vocabulaire à l'oral, on l'est aussi nécessairement à l'écrit et inversement. Et ça, c'est un vrai biais euh, positif ou négatif, social dans la vie de tous les jours, que de savoir s'exprimer, de savoir se faire comprendre, de savoir échanger. Je reviens quand même sur cette question de l'écoute. Euh, Aujourd'hui, ce que nous montre le dispositif Éloquence, qui certes a pris ce nom-là parce qu'il fallait bien lui donner un nom qui fasse bouger les choses, ça n'est pas pour faire du concours d'éloquence, même si parfois ça arrive, mais c'est surtout pour avoir de la prise de parole construite de la part des élèves, pour avoir une capacité pour les professeurs de les interroger au sens complet du terme, euh, y compris avec une évaluation à la fin, parce que ça fait partie de l'école et que l'exigence, ça fait partie de l'école, c'est aussi comme ça qu'on progresse. Mais cette façon de les faire grandir en leur faisant prendre conscience qu'ils ont une capacité à s'expliquer, à s'expliciter, à porter, y compris physiquement, leurs propos, montre que le climat scolaire s'en ressent immédiatement, que même si les résultats scolaires au sens la moyenne de telle discipline s'est améliorée ou pas, c'est pas toujours magique, mais globalement, on a des élèves qui se sentent mieux dans leur scolarité et qui surtout, au-delà de la façon dont ils interagissent avec les autres, réfléchissent plus à ce qu'ils ont envie de faire. Et ça n'a pas de prix, parce que quoi qu'il arrive, c'est une compétence qui leur restera longtemps. Et tout notre travail, y compris en dehors de l'école, et là pour le coup je pense qu'on est tous concernés, c'est comment on arrive à continuer à ce que quand on est citoyen dans notre société, on continue à s'exprimer avec des mots et pas avec autre chose. Merci beaucoup. Merci. Et nous passons immédiatement, malheureusement, voilà, La thématique le rythme suivante. est très rapide à la thématique suivante qui va être innovée.